Ce texte s'appelle « Plaidoyer in utero », à savoir le plaidoyer d'un utérus. Mesdames, messieurs, et toutes les autres personnes qui tendent l'oreille en ce jour, le texte que je m'apprête à proclamer sont les paroles assumées d'une voix qu'on a non seulement instrumentalisée, mais surtout ignorée et piétinée. Voici donc le plaidoyer d'un utérus. Nous sommes le 9 mars 2076. Je suis un utérus de 80 ans et je déclare, animé par ce feu dans le ventre qui me caractérise, que cette politique mâle qui nous a mis à mal et nous fait tant de mal, je la refuse. Je la refuse elle et je refuse à présent le silence qu'elle induit. Je suis à l'origine du monde en fait. Je suis la matrice, ai-je envie de dire. Je n'ai aucune croyance, aucune certitude vis-à-vis de ce monde, à part celle qui consiste quand même à vous rappeler que vous êtes tous et toutes sortis d'un utérus. En d'autres termes, détendez-vous, parce qu'à date, je suis le hub où l'on construit des yeux, des reins, des mains, le tout au chaud et sans payer de loyer, quoique. Je siège au sein du siège qui est le bassin lui-même. J'ai observé en silence depuis 80 ans le portrait qu'on pouvait faire de moi. Alors un coup, j'étais la poche assassine. L'autre coup, j'étais vénérée et adulée pour ma dimension bateau-usine. Certaines semaines dans le mois, j'ai été détestée pour ma fonction framboisine. Et mon col a eu la visite de certains qui pensaient pouvoir taper dedans comme s'ils avaient l'habitude de fermer les portes des limousines. En faisant preuve de posture et en ayant absolument rien à foutre des potentiels dédommagements. Bande de brutes, on voit qu'ils vivent pas ici, eux. Se plaignait encore hier, colle. Ma chère voisine du tout. M'adresser à vous directement permet à ma propriétaire un temps de répit. Il faut du temps pour se battre, mais encore plus de temps pour prendre du recul et stratégiser. Je vous emmène donc dans ce parcours initiatique allant de 1996 à 2076. Tout ce qu'il s'est passé pour moi a été politique en fait. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans la chair et non dans la raison. Tout a été question de cycle, de vie, de mort, d'existence, de fluidité, de création et de perte. Décembre 96, Niamey, au Niger. Je vis déjà dans le corps de la petite Camille. J'ai toujours été fascinée par le phénomène qui permet de visualiser à travers un utérus un autre utérus. Août 2003, Santander, en Galice. Première perte blanche. C'est le moment où ma propriétaire prend conscience du pouvoir de ces flux et de leur composition. Ce que j'envoie décolore tous ces sous-vêtements aux teintures foncées. C'est un espèce de super élixir de nettoyage supersonique. Elle a honte au départ, puis comprend qu'elle possède, intégré à son système, un auto-nettoyant pour son vagin et qu'il perçoit petit à petit la dimension pratique de la chose. Elle mettra quand même quelques temps à se familiariser avec les différentes couleurs, odeurs et textures, mais ça sera quand même très vite la grande histoire d'amour. Octobre 2005, Madrid. Se tapisse sur moi pour la première fois une membrane allant du rouge au marron. Cette membrane m'étouffe et pour la première fois, je me sens envahie de façon massive. Au bout du 5e jour, le projet tapisserie ne voit aucun œuf se pointer. Cette membrane entame donc le projet Excite, comme l'appelle Endomètre. Je me souviens échanger avec d'autres utérus qui me racontaient que leurs proprios avaient reçu des baffes à cette occasion. Pour d'autres, une fête avait même été organisée. Ouais, je sais, la mienne a quand même eu un niveau de chance plutôt supérieur en termes de cette potentielle humiliation. Pas de baffe, pas de communiqué de presse envoyé à toute la famille, pas de « t'es une femme maintenant ». Juste la vérité, force à toi, pour cette tanasse, ta charge mentale commence. Février 2014, Paris. Je reçois les premiers échos d'un début de visite de corps étranger. Alors non, pas chez moi, mais non loin de chez moi. C'est 3 étages en dessous dans l'immeuble. C'est Vagin, qui un soir fait péter le champagne et explique avoir connu le phénomène orgasmique pénétratif après des années de plaisir externe en banlieue. Je revois encore le syndic Clitoris le lendemain déclencher une réunion d'urgence nommée mise au point. MDR. L'enjeu était d'expliquer que c'était lui le responsable de ces vagues de plaisir et que Vagin n'y était pour rien. Je suis le seul organe de tout le corps à être uniquement et exclusivement dédié au plaisir. Vous comprenez ça ?
Vagin, vous êtes un muscle. Les muscles, ça fait jouer personne. S'insurgeait-il en le pointant du doigt. Assez marrant, Clito. Un type nerveux, très nerveux, qui payait pas de mine comme ça de l'extérieur, mais qui avait quand même la capacité de se gorger de sang et de doubler de volume en l'espace de quelques minutes. Ouais, un truc spectaculaire. Le bail mesurait 7 cm quand il sortait de la sieste et 14 cm quand il était chaud bouillant. Avril 2019, Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Rien à voir avec moi, mais je suis surex. Une énorme victoire pour la cause des utérus. Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe d'utérus grâce à un don de sa mère. Je reçois des mails et des appels de tout mon groupe de potes d'utérus basés aux 4 coins de la France. On se dit qu'il faut absolument qu'on s'organise une soirée à distance via un visio avec un DJ et tout ce qui va avec. Bref, ça n'aura jamais lieu. Personne n'a eu la déterre d'organiser ça, mais le cœur y était. Mai 2021, Paris 15e arrondissement. C'est la 14e année consécutive que Camille vit une souffrance inimaginable au moment où j'éjecte endomètre. Elle vomit, elle s'évanouit, elle peut à peine garder un tampon plus d'1 heure. Elle se tord de douleur, elle reste au lit, dans un état à moitié végétatif dû au nombre de pastilles de codéine qu'elle s'enfile. C'est comme ça tous les mois, pendant 8 jours durant, et ce depuis 14 ans. Ce jour-là, elle finit à l'hôpital sous morphine, en anémie. La semaine d'après, et après 6 ans d'errance médicale, on lui pose enfin un diagnostic. Bonjour madame, vous avez de l'endométriose au niveau de l'ovaire gauche et surtout aussi au niveau de l'intestin. Ce jour-là, c'est quand même la libération pour Camille. Ce n'est pas dans sa tête, ce n'est pas normal, ce n'est pas la vie. Au fond d'elle, elle savait. En fait, on savait toutes. On savait que endomètre ne prenait quand même pas la bonne route à chaque fois qu'on le voyait remonter dans les trompes, au lieu de prendre l'ascenseur pour descendre par vagin. On se retrouve 10 jours après devant des professionnels qui nous expliquent qu'au vu de la taille des endométriomes qui couchent chez ovaire gauche, il n'y a que 2 solutions. Pilule pour tenter un coup de miracle ou l'ablation de l'ovaire. C'est la pagaille en interne et chez Camille aussi. Non mais pardon, quoi ? C'est les seules solutions ? On se souvient toutes et tous de la réponse qui a suivi. Le problème, c'est qu'en fait, vous êtes la génération vis-à-vis de laquelle on commence à peine à découvrir massivement ce que c'est, et en même temps, on doit vous soigner, donc on a encore besoin de prendre de recul pour vous proposer d'autres solutions. Camille opte pour la pilule, mais surtout pour un traitement multidisciplinaire, avec des médecines alternatives. En parallèle, elle axe sa thérapie sur la notion de place. La place qu'elle prend, elle, dans la société, dans l'espace public, la place que sa maladie prend dans son corps, la place qu'elle veut lui laisser et la place qu'elle aimerait peut-être aussi un jour laisser à quelqu'un dans sa vie. Novembre 2021, Milan. Ça fait 6 ans qu'on lui explique que ça sera compliqué pour elle si on veut des enfants. Tout le monde ici a reçu l'info. C'est comme ça, on fera autrement. Camille rencontre à Milan un Italien avec qui elle a une histoire de plusieurs mois. Sans le savoir, elle tombe enceinte. Nous, on savait, mais on n'a pas réussi à lui dire. On a fait comme d'habitude, on a même continué à faire vivre son cycle menstruel habituel. Honnêtement, je ne sais pas comment on a géré ça. Il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, nous, d'ici. Des choses qui doivent se passer plus haut, au niveau de cerveau ou de cœur. Ça s'est passé en dehors de notre période d'ovulation et Camille était sous pilule. Ouais, je sais, un vrai délire. 5 janvier 2022, Madrid. Au bout de 2 mois et demi de grossesse, je me rends compte que le fœtus n'est pas viable. Je m'en sépare un matin. Camille a compris qu'elle était enceinte et qu'elle faisait une fausse couche en même temps. Ça a été dur. Elle était seule. S'il y a bien un sujet sur lequel elle et moi avons toujours été d'accord, c'est le poids des mots. Le terme « fausse couche » nous a toujours insupportés par sa violence et par son non-réalisme. Pourquoi il n'y aurait que les couches qui mèneraient à la naissance d'un fœtus viable, qui seraient des vraies couches ? Il n'y a rien de faux dans ce que j'ai vécu. Dans ce qu'on a vécu toutes les deux, en fait, tout était vrai. Tout était palpable, tout s'est passé. Je revois Camille seule dans une chambre d'hôtel, sous la douche, avec sa propre voix pour nous rassurer. Je me souviens avoir ressenti les émotions qu'elle traversait à ce moment-là. Colère, désespoir, impuissance, tristesse. Je me souviens aussi la voir furieuse, du manque d'informations, du manque de témoignages transparents et détaillés du tabou sur ce sujet. Cette petite âme de passage aura laissé une information primordiale. Alors si on fonctionne, et tu peux créer des enfants.
Camille avait jugé important de donner un nom à cette âme de passage, une façon de rendre réel tout ce qui se passait, d'assumer que oui, il s'était passé ça. Chaque année, à cette date, elle y pense. Enfin, on y pense. Janvier 2023. Après 1 an et demi de prise en charge et de travail, on repasse une IRM pour voir où en est le dossier endométriose. Camille se remémore encore ce rendez-vous si expéditif. Elle se souvient en être sortie en se disant « Mais en fait, je suis passée à côté de l'excision, c'est pas pour qu'on fasse une ablation de mon ovaire à 25 ans ». Elle y croyait dur comme fer à ce projet, à ce processus psychologique, et elle avait mis en place une visualisation de cet ovaire plein de sang et de cette éjection du sang mois après mois. Ouais, elle aime les plans et les rétro-planning, Camille. Elle se pensait capable de travailler et de se soigner autrement, du moins elle voulait y croire. En prenant la pilule pour arrêter le robinet, si je puis dire, mais surtout en réglant ses traumas, en sortant les poubelles, comme elle aime dire. Les résultats tombent, c'est factuel et visible. Mais madame, vous avez fait quoi? Il n'y a plus rien. Le 4 mars 2024, Paris. La veille, ma propriétaire sortait enivrée de rage de la pièce de théâtre Gisèle Halimi, une farouche liberté au théâtre de la Scala à Paris. Le contexte est propice. Le lendemain devait être votée l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Un moment historique, disait-on. La joie, la fierté, l'impression d'avoir gravi une montagne, mais également la mise en alerte. C'est super, mais le reste? L'égalité salariale, les féminicides. Février 2025. Même pas 1 an après, je me balade tranquillement dans la résidence, les jardins bassins. J'entends soudainement crier par mes voisines les trompes, les 2 ovaires semblent perturbés. On vient de leur rendre visite sans prévenir. Je revois ma proprio faire la blague, en comparant cette sensation au moment où les huissiers débarquent chez toi, parce qu'en fait, l'URSSAF commence à s'impatienter. Ovaire gauche et ovaire droit viennent d'être stimulés anormalement. Je m'empresse de les rassurer. « Ah, mais ça va, c'est Camille qui vient de commencer un parcours pour congeler ses ovocytes, rien de fou !» Les pauvres venaient de se prendre un shoot hormonal hors calendrier. Finalement, la routine a du bon. 13 jours exactement plus tard, c'est moi qui la ramène un petit peu moins. Une sonde échographique arrive droit devant moi et l'aiguille de prélèvement passe littéralement à 3 cm de ma tronche. Pareil, hein, pour la vie de passage, je pourrais me faire voir. Bref, grande avancée, baisse de la charge reproductive, sentiment de liberté, réalité de contrôle de son corps, un vrai point d'honneur à l'horloge hormonale. J'applaudis. Décembre 2025, Fontainebleau. Je revois Camille en PLS dans le salon, en pleine crise récidive d'endométriose. Fait chier, j'avais réussi à la laisser tranquille quand même 4 ans. Ne cherchez pas un vieux conflit entre l'endomètre et moi. Il voulait remonter par les trompes alors que je lui expliquais pour la 20e année consécutive que l'évacuation du sang, des caillots et des tissus se font par le bas. Le frérot n'a rien voulu entendre. Bref, Endogirl is back. Et c'est la merde. Le soir de sa pire crise depuis les 5 dernières années, Camille est sur son canapé. Une bassine à sa gauche et une bouillotte à sa droite. Elle en est à son 6e cachet de codéine de la journée, elle plane, elle écoute France Inter. Soudainement, on entend toutes et tous la phrase suivante. La ministre de la Santé vient d'annoncer la viabilité du test salivaire de dépistage de l'endométriose. 100 000 personnes pourront être testées dans les 3 prochains mois. Elle est tellement défoncée qu'elle croit rêver. Elle est tellement défoncée qu'elle n'en revient pas. Elle sursaute. Et nous avec. Elle râle et se vénère. Quoi ? Mais le bail pouvait être réglé avec un coton-tige dans la bouche. Les frérots, vous avez envoyé des bonhommes sur la Lune. Et là, tu m'expliques qu'il a fallu attendre 2025 pour trouver une solution au dépistage du truc qui handicape 2 personnes menstruées sur 10. Mais MDR, concentrez-vous. Bon, bonne nouvelle, ok ? Sublime nouvelle même. Pas pour elle, mais pour toutes les autres générations. C'est vrai que c'est 7 ans d'errance médicale en moyenne pour poser un diagnostic. En fait, on n'en pouvait plus. Toute l'année 2030, Madrid. Col et Vagin me rapportent que de leur côté, la présence de pénis n'a jamais été aussi importante. Plus encore qu'au début de cette relation, pendant les 5 premiers mois, où ils se plaignaient du tapage nocturne et diurne, j'essayais de leur expliquer que c'est normal, c'est le début, elle fait que niquer, ça va se calmer, elle pourra plus le voir dans quelques moments. Bon, j'avais tort. Ces deux-là ont toujours eu une forte activité sexuelle, c'est comme ça. Sauf que quand j'ai été en mise en place pré-menstruation, elle vivait mal son syndrome prémenstruel. Douleur, mal-être, fatigue et j'en passe.
Le 1er janvier 2030, je reçois un recommandé scellé à la feuille d'or. Ce sont les enveloppes que l'on reçoit pour les grandes occasions, synonyme de grand chamboulement. J'ai le plaisir de vous annoncer la fécondation de l'ovule 6969 en ce jour. Et par conséquent, son arrivée dans vos quartiers d'ici 7 jours pour une nidation prolongée. Je l'ai su avant Camille. Elle ne l'a appris que 36 jours plus tard, ne voyant pas ses règles arriver et surtout passant ses matinées dans la cuvette. Joie, peur, panique, puis rejoie encore et repanique. Je partais donc pour une mission d'accueil de 9 mois. Je mesurais 7 cm de haut et 34 semaines plus tard, j'en mesurais 32. 1er septembre 2030, Paris, maternité des Lilas. Camille arrive en urgence à la maternité, la poche des os que je contenais s'est percée. Elle n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait qu'elle a dû partir. Elle arriva et col était dilaté à 4 cm. Pour moi, c'était la période la plus sport de toute ma vie. Une performance musculaire de 8 heures d'affilée, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est tous les Jeux Olympiques cumulés en termes d'efforts. Je suis sérieuse, les contractions que je dois envoyer, de plus en plus intenses. Alors oui, avec l'aide de mon acolyte tout le temps, Cole, qui lui se dilate jusqu'à 10 cm. C'est un véritable travail d'équipe. Tout le monde est mobilisé. Même les jumelles trompes au-dessus ont, pour l'occasion, sorti les éventails et chants d'encouragement. Je vous passe les paroles et la choré, mais franchement, c'était à voir. La petite Tony, T-O-N-I-E, est née ce jour. Elle est très belle, elle pèse 3,2 kg. C'est Périnée qui a pris cher sur ce coup. Mais une déchirure naturelle, sans épisiotomie, 6 points. On l'a fait, bordel. On est épuisé comme jamais auparavant, mais on a accouché. On a dû dire au revoir à notre locataire chéri placenta. C'était une sous-loc de 9 mois. On le savait, mais ça nous a quand même vachement fait chier. Il était hyper sexy, il faisait des ponches coco incroyables. 2 septembre 2030, toujours à la maternité. Je m'excuse d'avance auprès de Camille, mais je mets en place ce que l'on appelle la mission tranchée. Des contractions qui servent à réduire la taille de l'utérus et à éviter une trop grande perte de sang. Je vais mettre 6 semaines pour retrouver ma taille initiale. Ça fait un mal de chien. Je saigne en continu pendant plusieurs jours, qui se transforment finalement en plusieurs semaines. Camille appelle ça les lochis. Moi, j'appelle ça get shit done, back to basic, ma sœur. Mars 2035, Paris à 15h. Sans prévenir, je reçois non la visite, mais l'installation d'un bout de métal cuivré au beau milieu de mon salon. Salut, je m'appelle Stérilée, je vais passer au moins 5 ans ici. Pas moi qui ai décidé, il va falloir cohabiter. Je rentre dans un rapport conflictuel avec cet énergumène, je le fous dehors. La sage-femme de Camille appelle ça faire un rejet. Alors moi, perso, j'appelle ça récupérer un semblant de liberté. Elle retente le coup. On met en place une coalition pour apprendre à se parler, à vivre ensemble. Cette histoire durera 5 ans. On finit en plan cul la dernière année pratique qui était tout le temps là. Août 2044, Sao Paulo. J'entends sonner à la porte de l'hôtel où nous sommes. C'est la réception qui nous amène une enveloppe. On la connaît, cette enveloppe. C'est celle qui annonce la nidation et la grossesse. N'étant pas en France à ce moment-là, elle a parcouru tout l'océan Atlantique Nord et l'océan Atlantique Sud pour arriver jusqu'à nous. C'est donc une annonce tardive. Ça ne fait pas partie des projets ni des envies. Cependant, Camille est au Brésil. Au Brésil, l'avortement reste pénalement réprimé au titre du Code pénal de 1940. C'est une doge froide pour nous, pour nos droits, pour nos libertés et nos choix. On doit donc attendre 15 jours encore. C'est cruel de devoir attendre alors qu'on sait qu'on ne veut pas se poursuivre. C'est cruel, cette illégalité. Mais ce qui devrait être illégal, c'est de ne pas nous soutenir. C'est de laisser les personnes qui ne souhaitent pas poursuivre cette grossesse sans solution. Elle est là, l'illégalité. En fait, c'est même pas ça. Elle est là, la honte. Elle est là, l'inhumanité. On ne reste pas les bras croisés, en fait, on le fait quand même. Alors autrement, mal, dangereusement, on se met en danger. On se tait, mais on fait. Camille aura recours à une IVG médicamenteuse. Elle décida de faire cela chez elle avec une de ses meilleures amies, son mari et sa fille pas très loin. Une épaule sur qui pleurer, une main à serrer, des serviettes à apporter, des chasses d'eau à tirer. Juillet 2051, dans la maison de campagne d'Amy en Bretagne. Je saigne. J'ai mal et je saigne en dehors des périodes où je suis censée saigner. C'est ça qui alerte Camille. Elle a mal pendant les rapports, elle a mal au lombaire de façon continue, également dans le bas-ventre.
Un prélèvement est réalisé et la nouvelle tombe. Cole est atteint d'un cancer. Cole fait partie des 3000 cancers annuels du col de l'utérus. Sur 3000, 1000 meurent chaque année. Alors là, je sors du perso 2 secondes pour vous rappeler d'aller vous faire dépister, s'il vous plaît. Cole fera partie des chanceux, de ceux qui sont détectés à temps et de ceux pour qui la chimio fonctionnera bien. Avril 2052, c'est le mois de ma retraite. Je me ménopause. Je m'accorde un temps long de repos, une vraie pause. J'ai beaucoup vadrouillé, j'ai beaucoup vécu. J'ai donné de ma personne et en fait, je suis fatiguée. Cole et moi tirons le rideau. Nous rentrons dans un état anthropique. Une espèce d'hibernation vouée à accueillir l'inactivité irréversible de nos fonctions. Nous nous atrophions petit à petit. Je ne vais pas vous mentir, l'ego en prend un coup. Mais nous ne nous laissons pas abattre. Et organisons une fête. S'il est de famille de fêter l'arrivée des règles, je veux fêter leur sortie, j'annonce dans les haut-parleurs. Elle était douce cette fête. Errer une senteur de liberté, de travail accompli, de repos bien mérité. Nous avons dansé, nous nous sommes pris et prises dans les bras et puis nous sommes allés nous coucher. Juin 2060. Le constat est clair, dans les rapports aux autres, dans les regards des hommes. Un utérus non fécondable n'a presque plus de valeur. Et encore moins en a sa propriétaire. Il y a la ménopause physique, mais il y a aussi la ménopause sociale. Ça y est, c'est acté, on nous fait comprendre qu'on a plus vécu qu'est-ce qu'il nous reste à vivre. Le 9 mars 2076, je me raconte. Faire un plaidoyer, c'est aussi raconter pour d'autres. Faire son propre plaidoyer, c'est presque déclarer que je suis ma meilleure défense quand il s'agit de l'intime. Faire son propre plaidoyer, c'est rire au moment où on m'appelle à la barre pour témoigner face à l'accusé patriarcat. Des grosses barres. Alors voilà, si l'objectif des pouvoirs politiques est de proposer et fixer les règles qui s'appliquent à la population sur un territoire donné, je revendique le droit de faire part de leur élaboration. Non pas parce que ma propriétaire est une femme, non pas parce que vous l'utiliserez comme caution, faire valoir, ou pour son parcours politique, mais parce que, bordel, je suis le premier territoire en question. Je suis le territoire qui détermine tous les autres. Je suis la condition sine qua non de l'existence même, de l'existence de la politique. Nous avons tapissé, nous avons accueilli, nous avons aimé, nous avons été charcutés, découpés, violés, médicamentés. Continuons à raconter. Continuons à raconter ce qu'il se passe dans nos ventres et dans nos tripes. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour tout un tas d'autres sœurs. Alors voilà, je n'oublie pas les utérus qui crevaient d'envie de recueillir, d'accueillir et de créer la vie et qui n'ont pas pu. Parce que pas la bonne personne, parce que pas pris le temps, pas osé, pas réussi. Je n'oublie pas non plus les utérus atrophiés, les utérus cloisonnés et les utérus bicornes. Je n'oublie pas les utérus qui ont porté la vie et qui l'ont vu disparaître aussi. Je n'oublie pas les utérus qui portent des enfants, mais ceux d'autres propriétaires. Je n'oublie pas mes amis qui ont subi des ablations, les cols qui ont été amputés. Je n'oublie pas les utérus qui ont vécu des descentes, des inflammations, les utérus aux multiples polypes. Je tirerai ma révérence en m'accompagnant des mots de Bell Hooks qui structurent tant mon quotidien. S'écrire, se réinventer, s'autoriser. Merci pour vos oreilles.